la pauvre personne qui a essayé de me blesser, ça n'a pas marché. J'adore le fait que ce soit pas une question pro, mais en même temps, c'est si difficile, je sais pas quoi dire. Le fait d'être noire, j'évite d'en faire un problème pour moi, c'est un problème pour les autres. Pourquoi la question des enfants ? À mon avis, si on se pose les bonnes questions, on fait les bonnes choses. Je vais pas moi-même penser que puisque je suis une femme, il faut que je sois romantiser mon travail. Je le fais. Et mettez-vous à l'aise aujourd'hui parce que je vais répondre à toutes les questions pro que vous m'avez posées. Avant de commencer, puisque c'est du donnant-donnant, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous faites professionnellement. Quel est votre métier ? J'adorerais personnellement savoir et je pense que ce serait joli d'avoir dans les commentaires cette diversité de métiers aussi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous faites professionnellement dans les commentaires. Et puisqu'après avoir laissé un commentaire, il faut remonter pour regarder la vidéo. Profitez-en pour vous abonner et liker si ce n'est pas encore le cas. Et c'est parti pour la première question qui est « Comment tu vas ?» Merci beaucoup, je vais bien. J'ai la chance de pouvoir profiter énormément de ma vie en dehors du travail. Et ce week-end, j'ai eu de la famille de la France qui sont venus me rendre visite. Ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir, on a bien mangé. Même s'il pleuvait, on a passé un excellent moment, donc tout va bien, merci. J'espère que vous allez bien aussi. On enchaîne avec « Je sais que tu vis en Allemagne, moi également. J'aime ce que tu fais, je suis une femme noire et j'ai eu mon bachelor ici, je pense en Allemagne, en biomédecine. En biomédecine, mais biomédecine géotechnique, donc biomédecine, je pense que c'est ça. Félicitations, j'espère que tu es fière de toi et bon courage pour la suite. Que penses-tu du fait pour nous de devoir en faire 2 fois plus que les autres ? Je pense qu'aujourd'hui, ce dicton, cette manière de penser n'est plus aussi vrai pour moi parce que je me rends compte que je ne fais pas forcément plus. Et c'est pas parce que j'ai atteint certains niveaux, parce que peu importe le niveau qu'on a professionnellement ou pas dans un autre milieu, c'est jamais assez en fait. Ce que j'en pense vraiment, c'est que j'ai appris à mieux m'organiser. En changeant ma stratégie, je ne travaille pas 2 fois plus, je travaille juste plus intelligemment. J'aimerais vraiment faire cette vidéo avec le plus d'exemples possible pour mieux illustrer tout simplement mon avis et ce que je pense et ce qui m'a aidé pour éventuellement pouvoir vous apporter quelque chose avec cette vidéo-ci. Donc, le meilleur exemple, c'est que j'ai commencé à travailler en RH. Donc, mon premier job, j'ai commencé en stage et ça s'est transformé en boulot. Une fois que c'était mon vrai boulot, mon CDI, j'ai eu un souci avec une autre collègue d'une autre entité. J'étais en RH, donc je m'occupais de la mise en place de la structure RH d'une start-up française implémentée en Allemagne, donc le développement de l'entreprise en Allemagne. Je m'occupais de toute la partie RH et on avait une filiale ou la même entreprise en Suisse où il y avait aussi une autre RH. Et le DG, en fait, favorisait la RH suisse alors que je faisais beaucoup plus de travail. Je savais que mon travail valait mieux et que je faisais énormément d'efforts. L'entité en Suisse était beaucoup plus établie, donc c'était beaucoup plus simple. C'était pas un travail qu'on pouvait si facilement comparer. Et en fait, je me sentais pas reconnue pour le travail que je faisais parce que je donnais beaucoup plus, je faisais beaucoup plus d'efforts. Et l'autre RH de Suisse était beaucoup plus reconnue. Elle était blanche, mais je pensais pas vraiment à la couleur de peau, je pensais pas vraiment que c'était juste parce que je suis noire. Je travaille très peu comme ça. Mais en tout cas, j'en ai parlé à ma responsable et le fait de pouvoir en parler m'a beaucoup aidée parce que j'ai clairement dit, écoute, je me sens défavorisée. J'ai l'impression qu'on ne reconnaît pas les efforts que je faisais parce que je travaille énormément beaucoup. Et si certains d'entre vous regardez mes vlogmas, vous savez que je travaillais en RH. Vous avez peut-être suivi cette époque où j'étais en RH, que je travaillais énormément, que je faisais des vidéos YouTube à côté encore. C'était très drainant et je l'ai communiqué en fait à ma responsable. Ce qu'elle m'avait dit m'a énormément aidé et m'a aidé à changer aussi ma perspective. Elle m'a dit, Shirley, la RH en Suisse nous dit ce qu'elle fait. Donc on a l'impression qu'elle fait les choses bien et c'est valorisé parce que on arrive à se connecter avec elle. Alors que moi, je travaillais énormément, mais dans mon coin, je communiquais pas vraiment. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je dis, ah, ok. Donc c'est ça que vous voulez. Et du coup, j'ai moins culpabilisé ou j'ai moins pris les choses personnellement parce que je savais pourquoi l'autre RH de la Suisse était beaucoup plus apprécieux que moi, alors que je fournissais un travail beaucoup plus qualitatif et beaucoup plus important à mes yeux. C'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à communiquer ce que je faisais, les efforts que je faisais, et j'ai développé des choses qui ensuite ont été beaucoup plus reconnues et ont été développées dans toutes les entités, que ce soit à Amsterdam, en Allemagne, d'autres filiales en Allemagne, en Suisse aussi, en France. Et c'est là où j'ai senti que j'étais à nouveau valorisée. Donc, je pense que la communication, c'est important et c'est pas une question de travailler 2 fois plus, mais il faut travailler plus intelligemment. La place de la femme dans le monde du travail, pourquoi parler autant d'égalité entre les deux genres alors que tous les jours, il y a des petits gestes, des paroles qui font que
toi, en tant que femme, tu te poses des questions si effectivement tu es au bon endroit? C'est une question difficile, je sais même pas. Et je vais vous dire honnêtement, s'il y a des choses que je ne sais pas, je vous le dirai. Je me concentre pas vraiment sur les problèmes sociétaux à ce niveau-là. Je pense que j'ai pas d'avis à donner là-dessus. Mon avis, le plus important, c'est que tout le monde doit être traité égal. Donc, voir les choses de manière humaine. Donc, on va regarder la base, on est des êtres humains. Et ensuite, la place de la femme, je pense que c'est un débat qui est beaucoup trop long. Je sais pas si c'est bien de toujours comparer à cette échelle-là parce que c'est trop vaste, c'est trop complexe. Ce que je ferais, c'est réduire à mon échelle quelques exemples à mon niveau pour m'aider à progresser parce que je regarde très rarement le truc de manière globale comme ça parce que personnellement, ça m'aide pas. Donc forcément, ça va être difficile pour moi de donner un avis sur quelque chose d'aussi général. Gestes et paroles qui font qu'on se pose des questions, ça c'est vrai, mais une fois que tu connais ta valeur toi-même, donc réduire à son niveau personnel, une fois qu'on sait qu'on a les qualifications, peu importe si on les a ou pas, mais on sait pourquoi on est un job. Souvent, on a fait un entretien d'embauche, on sait qu'on a quelques qualités à apporter pour le travail, on sait qu'on sait faire quelque chose. Donc, pourquoi douter si avant de commencer le job, on savait qu'on pouvait faire l'une ou l'autre tâche? Donc, personnellement, j'évite de douter le plus. Je me concentre sur ce que je sais faire et ce que je ne sais pas faire, comment est-ce que je peux m'améliorer pour pouvoir avancer. Les postures à avoir afin d'avoir plus confiance en soi. Je sais pas si ça veut dire être assis plus droit, ça t'aide à avoir plus confiance en soi. C'est difficile à dire, mais je pense que la dernière vidéo que j'ai faite sur le fait de bien s'apprêter pour soi aide vraiment à avoir plus confiance en soi. Et aussi savoir pourquoi on est à ce boulot-là. Donc ça ramène à la question d'avant. Si on sait pourquoi on est là et qu'on travaille là-dessus, je pense que la confiance vient. Et la confiance, c'est quelque chose qui se confirme de plus en plus. Donc premièrement, il faut avoir une certaine estime pour savoir qui on est, pour avoir une certaine valeur personnelle. Et ensuite, une confiance se renforce, c'est-à-dire que plus on a des petits gains professionnels, ça nous renforce en fait, et du coup la confiance vient de cette manière-ci. Je pense que j'aurais pas la confiance que j'ai aujourd'hui si j'ai pas pu me le prouver plusieurs fois que je suis capable de faire soit une vidéo YouTube ou une présentation au travail, à pitcher des projets et à gérer des projets, savoir que j'ai fait 4-5 projets, qu'on me les a déjà confiés, donc pourquoi est-ce que je douterais d'un autre projet et pourquoi je manquerais de confiance à ce niveau-là, sachant que j'ai déjà pu valider des choses. Et c'est des petites validations qui viennent confirmer, et ça, c'est à n'importe quel niveau. Coucou, les raisons qui t'ont poussé à aller bosser en Allemagne. Alors, je suis née en Allemagne. Peut-être que certains ne le savent pas, mais je suis née en Allemagne. Et j'ai grandi en France, en Alsace. Il faut savoir qu'il y avait des grandes chances que je finisse en Allemagne. En plus de ça, mon père était frontalier, il est retraité aujourd'hui. Donc, tous mes étés, je travaillais en Allemagne déjà. C'est pas un choix qui a été très difficile pour moi puisque j'avais toujours cette option, en fait. Donc, il y avait une chance de 50-50 de travailler soit en Allemagne, soit en France. Et peut-être c'était pas 50-50, mais plutôt 70-30 pour l'Allemagne. Voilà, il n'y a pas vraiment de grosses raisons. Je vais aussi pas vous cacher que l'Allemagne était plus attractive dans le sens où les opportunités c'était plus intéressant pour moi. Deuxièmement, le salaire était aussi beaucoup plus attractif pour moi. Troisièmement, c'était facile en fait. Et le profil français en Allemagne était beaucoup plus facile à ce moment-là, donc j'ai pas réfléchi très longtemps. Et me voilà 10 ans en Allemagne déjà. Les difficultés rencontrées en tant que femme noire dans ton travail. C'est difficile de dire si j'ai rencontré des difficultés personnellement parce que c'est quelque chose sur lequel je me concentre très peu. Donc même s'il y a des micro-agressions, je les garde pas vraiment. Donc c'est très possible que j'ai rencontré des difficultés, mais c'est juste que je me rappelle plus et que j'en fais pas un gros truc. Donc souvent je les oublie. Une chose dont je me rappelle, c'est quand je cherchais justement du travail, comme n'importe quel jeune diplômé, quand tu cherches un travail, tu envoies plein de CV et tu reçois pas mal de retours négatifs. Et mon CV est très neutre, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de photo, personne ne saurait à la vue de mon CV quelle origine je pourrais avoir en fait. Donc j'ai eu des entretiens où j'arrive, on m'appelle et je me pointe et la personne qui m'interroge est là genre choquée. Et là, c'était quand même assez déconcertant de savoir pourquoi est-ce que t'es choquée. Sûrement, tu t'attendais pas à voir une personne comme moi. Donc, je sais que souvent, des gens ne s'attendent pas à voir ça, mais c'est pas mon problème, en fait. Moi, je suis là pour un travail. Et si j'ai postulé, c'est que j'ai les compétences. Si toi, t'as un problème ensuite, ou la personne en face, je veux dire,
un problème ensuite par rapport à mon esthétique, c'est pas mon problème. Et très souvent, peut-être, probablement, c'est parce que j'ai grandi dans un environnement où j'étais la seule noire. Donc pour moi, c'est jamais vraiment un problème. Je me dis, c'est votre problème, c'est pas le mien. C'est quelque chose sur lequel j'ai pu travailler et je comprends que pour d'autres personnes, ça peut être beaucoup plus difficile. La seule chose que je peux dire, c'est vraiment travailler sur soi et connaître sa valeur parce que on peut pas vivre avec cette nécessité. Je sais qu'on est humain aussi. On a cette nécessité humaine de plaire et d'être aimé, d'être apprécié, etc. Mais on peut pas vivre uniquement de cette perspective-là. Et j'ai rarement vécu comme ça. J'ai la chance d'avoir un milieu familial très proche qui me soutient, qui m'aide à me renforcer, à me pousser à m'aimer en fait. Ensuite, un autre élément qui joue un rôle assez important, je trouve, c'est que je capitalisais sur mes forces. Et une de mes forces, c'est la capacité de parler n'importe quelle langue, enfin pas n'importe quelle langue, mais l'allemand, le français et l'anglais sans accent. Je peux switcher d'une manière très facilement. Donc, ich kann Deutsch reden wie eine normale Deutsche. Ich bin in Deutschland geboren. Ich habe Deutsch nicht studiert, aber ich war in der Schule in Deutschland. Et j'ai continué mes études en France. And I can speak English because I usually speak English all the time. En fait, j'ai grandi comme ça. Donc, c'est une opportunité et j'ai vraiment capitalisé là-dessus. Et voilà. Comment gravir les échelons en entreprise? C'est une question intéressante. Premièrement, je dirais que c'est important de connaître son objectif. Donc, quels échelons tu veux gravir? Quel est ton objectif? Et savoir quelles sont les étapes pour ça, quelles sont les compétences à avoir, comment est-ce que je peux prouver? Et du coup, tu sais ce qu'il faut pour ton objectif et qu'est-ce que je peux faire au jour le jour pour prouver que je suis capable à gravir ces échelons-là. Exemple, puisque j'ai dit que je voulais donner des exemples. Quand j'ai commencé mon job actuel, c'était il y a 4 ans maintenant, j'ai eu un premier déjeuner avec les DG déjà pour m'introduire à l'entreprise et connaître un peu sur l'histoire de l'entreprise. Et un des DG m'avait dit, Shirley, comment tu te vois dans cette entreprise-là? Et je me disais, je serai DG un jour. Donc peut-être que j'aurai ton poste. Et il a rigolé à ce moment-là, c'était il y a 4 ans, il a vraiment rigolé, mais aujourd'hui je suis vraiment DG. C'est pas pour dire que j'étais très calculée, que c'est quelque chose que j'ai mis en plan le soir, j'étais chez moi à planifier mon grand plan pour devenir DG. Non, c'est juste quelque chose que je savais que je voulais. Et j'ai travaillé en ce sens-là et j'ai prouvé que j'ai aussi les capacités pour avoir pour couvrir des responsabilités si on m'en donne, de faire un bon boulot, d'être à l'heure, de quelqu'un sur qui on peut compter. Donc petit à petit, il y a des choses des opportunités qui sont présentées. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de questions qui rentrent dans cette thématique-là, donc je vais toujours tout de suite l'aborder. Mais le fait d'avoir des relations, je pense que c'est important de pouvoir travailler. J'ai eu une opportunité d'avoir un déjeuner avec un DG et de lui parler un peu aussi de son expérience, comment il est rentré dans l'entreprise, qu'est-ce qu'il a étudié, et avoir une certaine relation pour qu'il sache qui je suis humainement, parce que j'ai commencé en RH aussi, ma première expérience professionnelle était en RH, et je sais que quand on recrute pas seulement pour les compétences, mais on aimerait aussi recruter quelqu'un avec qui on a envie de travailler. Donc, avoir aussi une certaine relation avec tes coéquipiers pour qu'ils aient envie de travailler avec toi. Donc, c'est pas juste tu vas gravir les échelons et arriver à un certain poste, mais il y a des personnes qui te donnent ce poste-ci. Un travail, c'est toujours relationnel aussi. Donc, en fait, on va donner aussi le job avec quelqu'un avec qui on a envie de travailler. Je pense que c'est très important et aujourd'hui, dans l'entreprise dans laquelle je suis, on me confie des projets pour lesquels je n'ai rien demandé. J'ai déjà dit, j'en veux plus des projets. Est-ce que je peux terminer un autre? Mais en fait, pour certaines opportunités, ils pensent à moi. Et c'est parce qu'on a des bonnes relations et je fais aussi un bon boulot. Donc, je pense qu'il y a 2 choses qui vont de pair. Et là, je peux que parler de mon expérience et c'est difficile j'ai pas de contexte sur la situation de quelqu'un ici. Je vais passer tout mon temps dans cette vidéo à vous parler de mon expérience, mais j'espère que vous en tirez quelque chose vraiment. Comment tu gères être femme noire en Europe dans le top management? Comment je gère être une femme? J'apprends à être beaucoup plus féminine déjà. J'apprends vraiment à savoir que je suis une femme et apprécier le côté femme. Je sais que c'est un monde très masculin, déjà vers la fin de la question d'être dans le top management ou même tout ce qui est travail, boss girl, etc. Et c'est un peu vivre son côté masculin, un peu son côté rentre dedans. Et ça fait partie de ma personnalité. J'ai grandi qu'avec des garçons. Mais j'apprends aussi mon côté féminin, mon côté douceur, être une femme, c'est une force aussi. C'est la capacité de penser à plein de choses, être créative, avoir un cerveau qui fonctionne différemment, tout simplement. Et j'apprends, en fait, à
à apprécier ça et à apporter ça aussi à mon travail et à ma vie quotidienne aussi. Romantiser mon travail, je le fais. Romantiser ma vie, je le fais. Je pense que ça rend les choses beaucoup plus fun aussi de gérer ces deux énergies-là, parce je pense qu'on a tous ce côté plus féminin, plus masculin. Et parfois, si on fait pas attention, je pense qu'on va beaucoup plus pousser ce côté masculin et on ressent qu'il manque quelque chose. L'aspect noir, je pense que c'est important de le valoriser aussi. Mais ça, ma peau est toujours belle. Par exemple, je fais des blagues, je dis « Ah oui, mais moi, j'ai pas ce problème-là, j'ai toujours une belle peau. » J'aime venir au travail. Je change pas beaucoup mes coiffures parce que je suis pas de ce genre, mais j'adore cette versatilité. À certains collègues, j'adore parler de ma culture, de montrer aussi comment c'est pour une Africaine, par exemple, et de se dire comment j'ai grandi en Afrique, quelles sont les coutumes au Ghana. J'aime bien avoir des conversations et de valoriser en fait mon côté noir et de savoir que je suis dans un monde blanc, parce que c'est le cas, c'est la réalité, mais en même temps savoir que moi-même je suis noire, donc j'ai des qualités qui sont différentes et en tant que noir, on est beaucoup plus relationnel. C'est beaucoup plus fun d'être autour de moi parce que je vais toujours te faire rire, j'ai toujours un côté qui donne de l'ambiance. Donc en fait, ça c'est caractéristique d'être une femme noire en fait. Je pense que dans le milieu du travail, il faut prendre en compte 3 gros éléments, je pense. Ça va premièrement être l'environnement, parce qu'on est dans un monde professionnel. C'est pas la maison, c'est pas les amis, c'est pas la famille, c'est le monde pro. Je pense que c'est important d'avoir à l'esprit où on est. Et ensuite, le côté culturel. Je suis en Europe, je suis pas chez moi, je suis pas au Ghana, je suis pas à la maison. À la maison, j'ai une autre culture aussi. Donc, savoir quelle est la culture du travail, et spécifiquement chaque entreprise a sa propre culture. Donc, en fait, il faut s'intégrer d'une manière ou d'une autre, sauf si c'est ta propre entreprise qu'on a construite nous-mêmes et qu'on peut créer notre propre culture d'entreprise. Mais il y a une certaine intégration à faire. Troisièmement, c'est les relations et comment les relations interpersonnelles. Et s'adapter à ces 3 niveaux-là, j'espère que j'ai vraiment dit ce que je pensais, mais c'est important. Et dans ça, garder son individualité aussi à soi. Ne pas oublier que j'ai un monde pro, mais quand je rentre chez moi, j'ai aussi une vie à moi, de pouvoir être OK d'avoir les deux. Et c'est un concept assez long. Je sais pas si je les développe parce que j'ai pas vraiment préparé mes réponses, mais je pense à ces aspects-là en fait. Donc j'espère que la réponse vient. Et peut-être que ça répond aussi à la question comment je gère à être une femme noire en Europe et dans le top management. Il faut savoir qu'il y a une diversité, il n'y a pas une ligne droite, et quand on prend tout ça en considération, je pense que c'est plus simple et c'est plus compréhensible, et je prends certaines choses pas aussi personnellement. C'est ce qui m'aide beaucoup. Question très intéressante. Comment trouver le juste milieu entre être apprêté et ne pas tomber dans la sexualisation de la part des hommes? Et je pense pas que c'est que de la part des hommes. Là, je pense pas que la réponse soit si facile dans le sens ne porte pas ça, porte ci ou porte ça. Parce que il y a des hommes aussi, peu importe ce que tu portes, ils vont te sexualiser. Il y a certains hommes qui font que ça. Tu peux porter un col roulé comme ça et ils vont être excités. Ça, je sais pas. Ma manière de réfléchir est la suivante. En fait, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler et il y a des choses qu'on peut contrôler. Et dans les choses où on ne peut pas contrôler, c'est comment est-ce que la personne va interpréter ton esthétique, ta manière de t'avancer, de ce que tu fais. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc, en fait, je dépense très peu d'énergie à ce niveau-là. Par contre, les choses sur lesquelles j'ai le contrôle, c'est là où je peux faire quelque chose, c'est là où je peux apporter un certain changement pour moi seulement, pour ce que je peux contrôler. Si je veux pas être sexualisée par mon aspect extérieur, qu'est-ce que je peux faire à ce niveau-là? Et une des choses qui m'a beaucoup aidée, c'est que je ne vais pas déjà me sexualiser moi-même. Je vais pas moi-même penser que puisque je suis une femme, il faut que je sois... voilà, je porte très peu de robes, par exemple. Je porte très peu de jupes. Parce que personnellement, c'est pas mon truc. Et j'ai longtemps dû travailler sur moi-même pour me dire que, en fait, être une femme, c'est aussi ne pas porter de jupe. Souvent, et comment j'ai été élevée, c'est une femme, elle est coquette, elle porte des robes, elle porte des jupes. Et je me suis toujours dit que je suis une femme, mais c'est quelque chose que j'aime moins. J'en porte, mais c'est pas ma préférence. Alors, je pense que ne pas se sexualiser soi-même est un bon début. Deuxièmement, il faut pas penser que son côté sexy ou son côté femme, etc. est ce qui va influencer. Peut-être la meilleure manière d'être apprêtée
éviter de tomber dans la sexualisation de la part des hommes ou des femmes, c'est de se concentrer personnellement sur pourquoi est-ce que je m'apprête et dans quel but. Si c'est pour soi-même, donc on peut s'apprêter pour soi-même pour se sentir bien, sans pour autant provoquer. À mon avis, si on se pose les bonnes questions, on fait les bonnes choses. Et là, c'est le moment où je vais donner mon avis perso, avec un exemple qui n'a peut-être rien à voir, mais à pas mal, et je le vois sur les réseaux, de nanas qui, pour se dire « Ok, je suis bien dans mon corps, je me sens bien, je vais porter le vêtement, je vais m'apprêter », et vont porter les trucs hyper mini, hyper moulants, estres, hyper sexy. Et je me dis, est-ce que c'est vraiment pour te prouver à toi que tu te sens bien dans ta peau, ou est-ce que c'est pour attirer l'attention des autres pour te confirmer ce que toi tu penses? Vous voyez ce que je veux dire? C'est des situations où parfois je me gratte vraiment la tête parce que je me demande, est-ce que tu t'es apprêté vraiment pour toi, ou est-ce que tu t'es apprêté pour avoir la confirmation des autres par rapport à ce que tu penses? Donc tu as besoin encore de confirmation. Donc en fait, dans ta tête, c'est pas vraiment confirmé. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si ça fait sens, mais c'est quelque chose qui m'a toujours un peu perturbée. Parce que moi, si je me sens bien, j'ai pas besoin de le prouver à quoi que ce soit. Quand je reçois des compliments, c'est bien, ça me fait plaisir, c'est top, mais je vais pas le faire pour avoir des compliments, pour confirmer ce que je pense déjà. Et ça vaut pour les cheveux, pour la peau, pour le maquillage, que ce soit au boulot, que ce soit avec des potes, que ce soit pour sortir, peu importe. Si on s'apprête pour soi. Vous travaillez dans quel secteur? Je travaille dans le marketing digital, donc c'est YouTube, la même chose, très similaire pour une entreprise. Question beauté, vous utilisez quel produit pour vos cheveux? J'ai une routine capillaire, donc je vais mettre en lien. Une question, es-tu épanouie dans la vie? Ça suit avec veux-tu des enfants? Bref, juste pour participer, passe un bon week-end. Merci beaucoup. Pourquoi la question des enfants? Pourquoi est-ce que tu m'as pas demandé si je veux pas être mariée, ou si je veux pas un autre chien, ou si je veux rester en Allemagne? Vous voyez, là je me pose la question sur pourquoi les enfants. La question est intéressante parce que je pense que oui, je veux des enfants, oui, je veux être mariée, oui, il y a d'autres choses que j'aimerais mais que j'ai pas pour le moment, mais c'est pas une raison pour laquelle c'est pas une raison pour ne pas être épanouie aujourd'hui. Donc je dirais que oui, je suis épanouie parce que j'ai un bon boulot, je fais les bonnes choses, j'ai des personnes autour de moi qui m'aiment, j'ai des amis, j'ai pas mal de choses. En fait, je me concentre beaucoup sur ce que j'ai. Je pense que c'est vraiment une bénédiction d'être capable de se sentir épanoui, peu importe les circonstances, qu'on ait envie encore de plus, parce que je pense que dans la vie, on a toujours envie de plus, qu'on ait des enfants ou pas, qu'on ait un chien, 2 chiens, 3 chiens, qu'on ait un mari, qu'on n'en ait pas. La capacité d'être épanoui dans le moment même est clé, et je pense vraiment être épanouie. Et que je pourrais être encore plus épanouie, mais dans ce cas-là, je ne sais pas de quoi est fait demain, donc je préfère être épanouie aujourd'hui déjà. Quels sont tes conseils pour percer dans le domaine des RH quand on est noir, étranger et avec un accent? Bien définir ce qu'on veut et être hyper précis. Les RH, c'est un domaine hyper large, donc quelles sont tes forces et qu'est-ce que tu veux? Est-ce que c'est plus du côté légal, tout ce qui concerne contrat de travail, arrêt maladie, c'est plus gestionnel, salaire, c'est aussi plus gestionnel, recrutement, c'est plus sociaux, gestion du personnel. Il y a tellement d'éléments déjà dans le RH qu'en fait, il faut être plus précis par rapport à ce qu'on veut, à mon avis. Moi, j'étais très générale. Donc, pour revenir sur moi, j'étais très générale. J'ai toujours voulu tout faire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi aussi de travailler dans une entreprise plus côté start-up. Parce que du coup, ça me pousse à être plus générale. Ce qui fait que je suis pas pro en tout. C'est juste que j'arrive à faire plusieurs choses, à gérer plusieurs choses, faire en sorte que tout tienne un peu. Mais je suis jamais la pro dans tout ce qui est contrat de travail, rédiger en fait des grosses lettres, etc. J'en faisais pas assez et parfois il fallait externaliser, etc. Donc j'ai une connaissance un peu de tout, mais c'est vraiment ce que je voulais. Et si on veut être spécifique, il faut savoir que si on se met trop large, on pourra pas faire le truc spécifique. Mais moi je voulais faire un truc spécifique. J'ai aucun problème à ne pas être la pro dans tout ce qui est fiche de salaire. Je connais les positions, je sais un peu comment l'établir, mais je saurais pas aller en détail, etc. Connaître tout en détail. Et c'est pas un problème. Il faut savoir ce qu'on veut. Le fait d'être noir, mais j'évite d'en faire un problème pour moi. C'est un problème pour les autres. Le côté étranger avec accent, j'ai pas vraiment vécu ça, donc c'est vraiment difficile pour moi de donner vraiment un conseil parce que je connais pas assez la réalité. J'ai juste une idée et quelques infos.
de personnes que je connais. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'être un environnement très international et d'apprendre de plusieurs cultures et pas seulement de la culture allemande, mais de savoir un peu comment vivent les autres personnes. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle je me concentre moins sur mon ethnie moi-même, parce qu'ici en Allemagne, même les Français se sentent étrangers. Et parce qu'en fait, eux aussi, ils ont des accents. Eux aussi, les Allemands les traitent comme des étrangers, en fait. Donc, ils ont presque le même traitement, avec le truc de la couleur de peau en moins. Mais ils se sentent aussi un peu mis de côté parce qu'ils parlent pas vraiment la langue ou connaissent pas vraiment certains éléments de la culture. Donc, c'est bien d'échanger avec eux. Donc, en France, peut-être s'associer à un Anglais en France ou à une Brésilienne en France. À ce moment-là, il y a un point commun. On est tous des étrangers à ce moment-là. J'ai un ami qui est venu du Nigeria et il a fait d'abord 6 mois de cours d'allemand intensif. Et j'étais choquée parce qu'il parlait allemand, il avait des conversations. Et j'étais choquée que ça faisait seulement 6 mois qu'il était là. J'adore parce que maintenant, il travaille dans une des grosses banques à Francfort. Une chose aussi qu'il faut savoir à Francfort, spécifiquement parce que c'est la ville dans laquelle je vis, on n'est pas obligé de parler la langue. Il y a plein d'entreprises qui peuvent t'embaucher sans parler la langue. Mais tu as un avantage si tu parles la langue. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'apprécie vraiment mon pote nigérien. Parce qu'en fait, il savait que c'était optionnel, mais il a fait le travail pour avoir un avantage. Et ça, pour moi, c'est toujours respect. Si tu devais garder 3 produits soins visage, ce seraient lesquels et pourquoi? Ouh, question intéressante. Alors, si je pouvais garder 3 produits soins... J'adore le fait que ce soit pas une question pro, mais en même temps, c'est si difficile, je sais pas quoi dire. Un nettoyant pour nettoyer le visage. Je pense que nettoyer mon visage est une des choses les plus importantes d'une routine. Quand on n'a pas une base propre, pourquoi mettre des produits? Donc un nettoyant. Ensuite, je mettrai un soin. Et le soin le plus simple, si vraiment je devais garder que 3 produits, je prendrais une essence, enfin, soit le sérum, soit l'essence de Cosrx. Donc un sérum d'une manière générale. Mais pas un sérum trop puissant comme du niacinamide ou du rétinol ou quelque chose. Parce qu'en fait, il faut une protection solaire. Et j'ai pas pris de protection solaire. Donc je vais prendre un sérum général qui fait un boulot global en fait. Donc voilà, je prendrai cette essence-ci parce que ma peau est toujours bien quand je l'utilise. Ensuite, je prendrai une crème hydratante pour sceller tout ça, avoir une peau bien hydratée. Et voilà, donc ça c'est la crème que j'ai actuellement, que j'aime beaucoup. C'est normalement ma crème de soir, mais elle peut être utilisée le jour aussi. Et voilà, pas de protection solaire parce que je peux pas et j'ai besoin d'un hydratant. Donc c'est difficile de faire un choix que de 3 produits. Et voilà. T'es-tu déjà senti racisé? Si oui, quelle réaction as-tu? Comme dit, je fais pas vraiment attention. Je peux avoir des micro-agressions, mais je prête tellement pas attention que la pauvre personne qui a essayé de me blesser, ça n'a pas marché. Je les enregistre pas, malheureusement ou heureusement. En tout cas, on a eu une soirée de Noël. Tous les ans, on a une soirée de Noël à thème. C'était d'ailleurs ma première soirée de Noël dans l'entreprise. Et c'était une soirée années 70. Donc, j'ai eu des collègues qui voulaient se faire des afros, acheter une perruque afro et utiliser ça comme déguisement. Je travaille dans le département marketing et c'était le département vente, sales, qui disait « Allez, on va s'acheter des perruques, on va mettre ça. » Et j'étais très fâchée, en fait, parce que il y a beaucoup de noirs dans l'entreprise et moi, personnellement, j'ai senti ça comme une attaque un peu. En fait, j'ai senti que mon type de cheveux est un déguisement. Jusqu'à ce que l'info vienne en marketing et un collègue vienne me dire « Ah, il y en a qui veulent acheter des perruques afro, etc. » Et je l'ai assis et je lui ai dit « Tu sais que c'est inapproprié ?» Et il était choqué. En fait, au début, il n'a pas vraiment compris. Et on a un bureau qui est ouvert. Donc, ça veut dire que si je dis quelque chose à quelqu'un et que quelqu'un prête une oreille, il l'entend. À un moment donné, je me suis bien rendu compte que tout le monde m'écoutait. Et je disais que non, vous savez que mon cheveu n'est pas un déguisement. C'est hyper blessant de faire ça. C'est pas un déguisement. C'est la nature de mes cheveux. Et qui utilise vos cheveux comme déguisement? Et c'est pas faire, et je trouve que c'est débile de prendre des perruques. On a plein d'opportunités de se déguiser pour les années 70. Un autre collègue a dit que bien sûr, il y a des blancs aussi qui ont des cheveux curly, ou dans les années 70, ils faisaient des permanentes pour avoir les cheveux bouclés. Et je disais, dans ce cas-là, fais-le sur ton cheveu à toi. On a eu une discussion, mais c'était pas fâché, en fait. J'étais offensée, mais je l'ai pas tourné de manière fâchée parce que pour moi ça me sert à rien d'être fâchée. C'est juste que si quelque chose me dérange vraiment, je vais te le faire savoir. Et je vais pas seulement te le faire savoir, mais aussi t'expliquer ma position et d'où je viens, et je vais te laisser aussi la place de t'expliquer et donner ta position, mais
de manière générale, je sais que je vais gagner. À ce niveau-là, je sais que je vais gagner. Voilà, c'est un exemple de moment où je pense m'être sentie racisée, mais pas directement non plus. Mais c'est donner un exemple d'un moment où je me suis sentie un peu moquée. Dernier point sur ce sujet-là, et aussi justifier ou peut-être expliquer pourquoi je réagis comme ça. Encore une fois, je vis à Francfort. C'est une ville en Allemagne qui est très internationale. Et le fait d'être dans un environnement international comme le mien me permet de me rendre compte à quel point moi aussi je suis ignorante, à quel point j'ai du mal en fait aussi, j'ai des difficultés moi-même aussi, parfois il faut m'éduquer moi aussi. Tout ce qui est autre religion, tout ce qui est autre sexualité, tout ce qui est autre origine, j'ai mes difficultés, mes lacunes aussi. Et j'essaie toujours de communiquer, surtout au travail, parce que c'est une diversité de personnes, j'essaie toujours de communiquer de cette perspective-là, savoir que moi aussi j'ai des lacunes, moi aussi je suis ignorante. Et peut-être que la personne en face de moi l'est. Par contre, ça passe pas tout le temps. Hein. Je veux pas dire que j'ai tant de grâce pour tout le monde à chaque fois. Mais partir de cette base-là aide en fait à avoir une approche peut-être différente. Et pour revenir au sujet de la vidéo, il faut faire ses choix. Donc choisir une entreprise blanche, allemande, c'est votre choix. Si vous savez qu'il n'y a pas de diversité dans la culture d'entreprise, il faut se poser la question, est-ce que c'est une culture d'entreprise dans laquelle j'ai envie de travailler? Je connaissais la culture d'entreprise dans laquelle dans laquelle j'ai postulé et ensuite pour laquelle j'ai décidé de signer un contrat et de travailler. Et dernière question, faut-il toujours être en flic au travail pour qu'on nous prenne au sérieux, hormis la compétence? Ça peut aider dans une certaine mesure, mais pas seulement. Quand je suis dans le meeting des managers, il y a d'autres managers qui sont moins apprêtés que moi, mais qui sont quand même là. Et elle est turque, par exemple, la personne que j'ai en tête. Mais elle fait pas vraiment attention à elle, mais elle est là. Donc ça veut dire que la compétence marche pour elle. Je pense que la compétence t'aide à avoir un certain niveau, mais tout dépend de l'industrie dans laquelle on est, du poste vers lequel on aspire ou dans lequel on est, et ensuite personnellement, est-ce que être apprêté, déjà qu'est-ce que ça signifie pour toi, et ensuite qu'est-ce que ça fait pour toi. Moi je m'apprête jamais pour les autres, je m'apprête d'abord pour moi et ensuite pour les autres. Si ça peut avoir un impact, oui, autant je vais le faire, parce que je sais que spécifiquement dans mon cas ça joue à mon faveur. Mais il y a des jours où j'ai pas envie de me maquiller et je veux travailler sans maquillage. Il y a des jours où je me mets en basket, il y a des jours où je suis plus loungewear au travail, pas de problème. C'est une balance à trouver. Je pense pas qu'il y a une juste réponse ou un vrai truc à donner. Mais si on sait que être apprêté nous apporte plus pour nous, je vais toujours décider de m'apprêter. Une des leçons que j'ai apprises dans mon tout premier boulot en RH, c'est que ma responsable, qui était la DG de l'entreprise, était une jeune femme blanche, mais qu'elle rencontrait déjà, parce qu'elle était française en Allemagne, elle rencontrait cet effet rejet parce qu'elle est étrangère. Elle devait déjà se battre pour être reconnue en tant que femme jeune, en tant que DG et être prise au sérieux. Donc je voyais toujours, elle portait toujours des talons. Au travail, toujours des talons. Toujours ce côté pour s'élever en fait. Mais je pense que premièrement, elle voulait être prise au sérieux et c'est ce qui l'aidait en fait à être sûre d'elle-même en fait, de savoir, écoute, je suis habillée comme une boss et elle va vers les négociations, etc. Et je me suis beaucoup inspirée d'elle et je pense que c'est un conseil que je pourrais donner, c'est observer les positions et observer les personnes et savoir, ok, est-ce que le fait d'être apprêté t'aide à avoir sérieusement plus de respect? Si oui, ok, donc c'est ce qu'il faut faire. C'est un milieu à observer. Je pense que ça revient au fait d'avoir à l'esprit l'environnement professionnel, l'environnement culturel, la culture d'entreprise et aussi les relations interpersonnelles et sa propre personnalité. Je pense que tout ça rentre et il faut trouver une sorte de matrix ou un élément pour créer ensuite sa position. Dans mon cas spécifique, je pense que être apprêté m'aide à moi et je me prends plus au sérieux si je suis apprêtée. Je pense que moi-même, je ne prendrais pas quelqu'un au sérieux s'il est toujours en mode slouchy. Donc, si moi-même, je ne prendrais pas la personne au sérieux, pourquoi est-ce que je le ferais? Et ensuite, j'observe les autres, j'observe ce qui joue un peu moins, et je vois que ça jouerait en ma faveur si j'étais plus apprêtée. Et c'est en rapport avec ma dernière vidéo. Et c'est la fin. J'ai répondu à toutes les questions. Merci beaucoup de les avoir posées. J'espère vraiment que cette vidéo a pu vous être utile, que même si elle est un peu plus longue, qu'elle a été intéressante, que vous avez apprécié, que le temps est passé vite, j'espère. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!